Bonjour à tous, bienvenue sur Caribou Podcast. Avant tout, je tiens à remercier de tout le soutien que j'ai reçu ces derniers jours à la sortie de l'épisode 2. Mais j'aimerais aussi vous inviter à vous abonner parce qu'on a constaté que plus de 85% des personnes qui visionnent nos podcasts ou ne nous suivent pas ne sont toujours pas abonnés. J'ai une citation importante de Jim Rohn, entrepreneur américain, qui dit que nous sommes la moyenne de 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Ce qui veut dire que nous sommes continuellement influencés par notre entourage. C'est pourquoi j'espère que le profil d'aujourd'hui va vous intéresser et j'invite des personnes de mon entourage qui m'inspirent au quotidien et je l'espère, en vous partageant leur parcours, vous inspireront à leur tour. Je mettrai en description mon mail de cariboupodcast@gmail.com pour toute sollicitation. J'ai écrit une petite introduction. Aujourd'hui, on est déjà à la 3e épisode et je reçois Emmanuel Thiemele. Salut. Qui est mon ami, qui est né à Abidjan. On change un peu, on quitte l'Afrique de l'Est. Aujourd'hui, on va à l'Afrique de l'Ouest. Exactement. Alors, Emmanuel, tu es né à Abidjan et tu es aujourd'hui directeur juridique et de l'urbanisme dans une mairie française. Exactement. Tu as un parcours qui traverse plusieurs pays, plusieurs cultures et plusieurs versions de toi-même. C'est vrai. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas le titre sur la porte de ton bureau, c'est l'homme derrière. Comment on construit quelque chose de solide quand on part de loin? Comment on tient quand la pression ne l'a jamais? Et surtout, qu'est-ce qu'on garde de soi dans tout ça? Caribou Emmanuel, ce qui veut dire bienvenue. Merci. Et j'aimerais, j'ai fait une petite introduction, mais j'aimerais que tu te présentes toi-même, pas en mode CV. Oui, bien sûr. Alors, tu l'as si bien dit, hein, en tout cas, c'est très parfaitement résumé. Emmanuel Thiemele, c'est mon nom. Bientôt 32 ans, marié, père de 3 magnifiques enfants. Et voilà, comme tu l'as dit, je suis né à Abidjan, en Côte d'Ivoire, plus précisément à Yopougon. Yopougon, c'est une commune qui est très bien connue parce qu'il y a eu des bandes dessinées, des films qui sont sortis là-dessus, donc c'est une commune très populaire. Et puis après, voilà, on aura longuement l'occasion d'en parler, mais j'ai grandi à Yopougon. Après, je suis allé à l'école, j'ai eu le bac. Après le bac, j'ai poursuivi mes études au Maroc parce que j'ai eu une bourse d'études, ainsi de suite. Oui. Et puis, après le Maroc, je suis allé, j'ai postulé dans plusieurs universités françaises parce que je voulais poursuivre mes études en France. Oui. Et quand je suis arrivé en France, j'ai commencé mes études en droit. Et puis aujourd'hui, voilà, je suis arrivé là où je suis en tant que directeur juridique dans une mairie. Ok. Voilà. Bon, oui, tu as résumé un peu. Si on pouvait s'arrêter là. Mais bon, on va rentrer dans les profondeurs, on va parler de tout ça. Si je devrais commencer, moi j'aime bien commencer dans l'enfance. Tu vois, quel genre d'enfance à Abidjan? Parce que j'ai reçu des invités, on a échangé un peu le genre d'enfance aux Comores. Là, moi j'aimerais bien savoir de nos voisins. Bon, c'est pas vraiment nos voisins, mais de l'autre côté, c'était comment l'enfance à Abidjan? Alors Abidjan, je pense qu'aujourd'hui, depuis la dernière CAN, enfin l'avant-dernière CAN en Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup plus de lumière sur la Côte d'Ivoire et sur Abidjan en particulier. Oui. Mais l'enfance à Abidjan, comment dire, j'ai grandi moi dans un milieu entouré de femmes parce que j'ai grandi avec ma mère et mes 2 sœurs, mes 2 grandes sœurs. Donc j'étais vraiment entouré de femmes. Donc ces femmes-là m'ont inculqué des valeurs et puis aujourd'hui j'ai grandi avec ces valeurs-là, j'ai pu me développer avec ces valeurs-là. Mais faut dire que ma mère, surtout, c'était quelqu'un de très strict parce qu'elle est enseignante. Oui. Elle est enseignante, professeure d'histoire et géographie. Aujourd'hui, elle est professeure dans un collège, mais son côté enseignant, vraiment, c'est ce côté-là qui m'a vraiment... ça a été, si tu veux, un canal. Elle était très, très, très stricte. Alors aujourd'hui, avec l'âge, elle s'est un peu adoucie, mais elle était très, très stricte. Parce qu'elle a des petits-enfants. Exactement, c'est ça. On en parlera. Oui. Donc, elle était très, très stricte. Donc, le côté enseignant, le côté professeur. Voilà, Emmanuel, est-ce que tu as appris tes leçons? Est-ce que tu as appris ça? Donc, j'ai grandi avec ça. Et c'est aussi ce qui m'a guidé et m'a permis de devenir aujourd'hui ce que je suis en partie. Oui. Et puis après, bon,
c'est au niveau des relations avec les potes, les amis. Je pense que c'est un peu pareil, hein, comme dans tous les pays d'Afrique. On joue au foot avec les amis. Souvent, on joue au foot jusqu'à tard le soir. Après, il y a les parents qui viennent nous chercher, nous poursuivent un peu. Il faut rentrer, il faut aller se laver. Ça joue au billes. Exactement, ça joue au billes. On avait même un jeu qu'on appelait Tech Tech. Je ne sais pas si tu connais Tech Tech. En gros, on fabrique, tu vois, les capuchons de bouteilles. Oui. On prend les capuchons de Coca, par exemple. Oui. Donc, c'est une équipe de foot. Les capuchons les entêtes de Fanta, par exemple, c'est une autre équipe. Et du coup, on fabrique des poteaux en papier. Avec de l'aluminium, on fait un petit ballon et on joue avec, on tape. Et franchement, c'était à cause de ce jeu-là, j'avais tous mes pantalons qui étaient déchirés à force d'être à genoux. Donc, franchement, une enfance impeccable, j'ai envie de dire, comme toutes les enfances en Afrique. Magnifique. Oui, nous aussi, on faisait avec les mêmes capuchons des Coca, tout ça. Ouais. On mettait des ficelles, on faisait avec. Nous aussi, on jouait ça. Du coup, parce que je sais que tu es quelqu'un de sérieux, est-ce que tu avais déjà ce côté sérieux dès ton enfance? Non, comme tout enfant, je veux dire, j'étais un peu... Après, au fur et à mesure, c'est-à-dire quand j'ai commencé à aller à l'école, au collège, ainsi de suite, j'ai commencé à devenir beaucoup plus sérieux parce que, comme je t'ai dit, il y a maman qui est professeur, donc... Ok. Mais avant, comme tout enfant, moi, je voulais être footballeur quand j'étais petit, donc l'école... J'avais deux passions. Être pilote, pas parce qu'il fallait faire des études, mais parce qu'on était dans les airs. Donc, moi, ça me plaisait. Ou être comment dirais-je, footballeur, comme j'ai dit. Parce que moi, j'étais un grand fan de Ronaldo le Brésilien. Et puis, après, voilà. Et puis après aussi, en Côte d'Ivoire, il y a Drogba, classique. Donc, j'ai voulu, en tant que gamin, j'ai voulu être sportif de haut niveau. Donc, l'école, au début, c'était pas trop ça. Mais après, avec maman, avec mes sœurs qui m'ont mis un cadre, ça a été vraiment beaucoup plus sérieux. Donc, j'ai commencé à devenir très sérieux à partir de l'école primaire. Oui, mais c'est pour ça on sent que chez toi, genre, tu as grandi avec des responsabilités. Est-ce que ça, tu le ressentais? Ouais, un petit peu quand même, parce que quand tu as des sœurs qui sont... Parce que c'est que des grandes sœurs, hein, je suis le dernier de ma famille. Des grandes sœurs, donc... te disent, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, il faut être comme ci, il faut être comme ça. Tu as tout de suite, alors je vais pas dire cette pression, mais tu dois bien faire. Tu dois bien faire parce qu'il y a cette crainte aussi de décevoir les grandes sœurs, de décevoir maman, par exemple. Donc voilà, tu es obligé de bien faire. Et puis quand tu échoues quelque part, tu es triste. Souvent, même pas pour toi, tu es triste parce que quelque part, tu as déçu maman, tu as déçu tes sœurs. C'est plus ça, en fait, ce côté-là. Donc, ouais, effectivement, les responsabilités, j'en ai eu. Mais après, je vais pas te dire que j'ai eu une enfance où j'ai dû m'occuper de petits frères, d'enfants en bas âge, tout ça. Donc, là-dessus, il n'y a aucun souci. On sent que ta mère, elle a une place particulière dans tout ça. Oh oui. Oui, moi, ma mère, elle a... Alors, je parle beaucoup de ma mère parce que j'ai un père, hein. J'ai eu un père, il n'y a pas de souci. Il est décédé quand j'avais 14 ans, donc il y a quelques années maintenant. Mais j'ai plus... parce que mon père et ma mère se sont séparés très tôt, on va dire. J'avais l'âge de 3 ans quand ils se sont séparés. Et donc, j'ai grandi, c'est plus avec ma mère que j'ai grandi. Et ma mère, aujourd'hui, si tu veux, elle a joué le rôle du père et de la mère. Parce que mon père, il venait nous rendre visite à chaque fois. Mais ma mère, elle a joué ce rôle du père et de la mère. Donc aujourd'hui, c'est quelqu'un de très, très, très important pour moi, quoi. Elle est, comme on dit en Côte d'Ivoire, elle est mon devant et mon derrière. Elle est tout pour moi. C'est-à-dire, quand je tourne, tout. Bien évidemment, aujourd'hui, j'ai une famille et tout. J'ai ma progéniture, tout ça. Mais ma mère, c'est vrai qu'elle occupe une place... très, très, très important dans ma vie. Bah là, c'est un point commun qu'on a ensemble. Parce que moi, j'ai perdu mon père aussi très tôt. J'avais l'âge de 10 ans. Est-ce que ça te change? Genre, tu perçois comment le monde après ça? L'impact que ça a eu sur moi, l'impact qui me vient tout de suite comme ça, c'est que je ne suis pas du tout bricoleur. Et je me dis que peut-être que si j'avais vécu avec mon père... Si j'avais vécu avec mon père, peut-être qu'il m'aurait appris des trucs à manier, mais je ne suis pas du tout bricoleur. D'ailleurs, avec ma femme aujourd'hui, on en discute et c'est drôle parce qu'elle me reproche ça souvent quand il faut monter des meubles. Je le fais, mais franchement, au bout de 5 minutes... c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, je ne suis pas du tout bricoleur. C'est ce qui me vient à l'esprit comme ça, mais c'est sûr que le fait de ne pas avoir vécu longtemps avec mon père, ça change. Ça change quelque part.
tu n'as pas cette appréhension. Aujourd'hui, moi, je suis père d'un petit garçon, Oui. par exemple, et j'essaie de combler ce que moi, je n'ai pas eu, c'est-à-dire la Mais tu vie. sais pas comment faire. Mais je ne sais pas comment faire, justement. Ouais. Vu que mon père, t'a pas appris. je l'ai En connu, il plus, venait nous voir. ouais, désolé de te couper. En plus, tu m'as dit que tu as des sœurs. Donc, Oui. du coup, Ouais, il n'y a pas de figure paternelle, il n'y a pas de figure d'homme. Donc, exactement. J'ai pas... Alors, j'ai aussi un grand frère, mais un grand frère du côté de mon père. D'accord. Mon père, il a eu, dans un autre mariage, il a eu un enfant qui est beaucoup, beaucoup plus âgé que moi. Et lui, je n'ai pas cette relation. La relation que j'ai avec lui n'est pas pareille que celle que j'ai avec mes sœurs. Parce que mes sœurs, on a tout fait ensemble, on a grandi ensemble. Mais lui, voilà, je n'ai pas vécu avec lui, donc il n'y a pas vraiment eu de figure paternelle chez moi. Donc aujourd'hui, j'ai un petit garçon, j'essaie de jouer au foot avec lui, j'essaie de lui apprendre des trucs, mais c'est sûr que si j'avais eu un père qui était vraiment présent, on va dire, peut-être que ça aurait été plus facile pour moi aujourd'hui. Oui. Mais bon, j'essaie Du quand même coup, d'être présent. tu sais pas si ce que tu fais, c'est bien ou pas, parce que tu n'as pas eu... En gros, tu pars sur une page vierge. Exactement. Genre. Une feuille vierge. J'essaie de construire ça, de lui inculquer des valeurs, de construire ça par moi-même, quoi. Essayer de, comme tu as dit, une page blanche. J'essaie d'écrire mon histoire avec le petit et avec les petites filles aussi que j'ai. Ok, je comprends très bien. C'est ça. Et je sais que tu as fait désolé pour l'accent, le Youth Leadership Programme aux États-Unis en 2010. Tu avais quel âge à cette période-là? Et Alors, comment tu as atterri là-bas? Alors, c'était en automne 2010, donc je passais de la seconde à la première. D'accord. En fait, alors, je vais expliquer parce que c'est un peu... Oui. Il y a une histoire derrière. Moi, j'étais au premier cycle, c'est-à-dire de la 6e à la 3e. Oui. J'étais dans un collège religieux, religieux, ça s'appelle CSM, cours secondaire méthodisme à Yopougon. Et là-bas, franchement, le niveau, il est élevé. D'accord. Et donc, j'y allais. Et quand on faisait les notes, j'avais de bonnes moyennes, il n'y a pas de souci. Mais quand on faisait le classement, il y avait meilleur que moi. Oui. Donc, je finissais, quand on faisait le classement, sur 30-35 élèves, je finissais dans les 10e, tu vois. Mais j'avais de bonnes moyennes. Et donc, après le brevet, j'ai une très bonne moyenne même au brevet. Et ma mère, plutôt que... Parce que quand tu as de bonnes moyennes, tu es orienté dans des lycées d'excellence. Sauf que les lycées d'excellence ne sont pas à Yopougon, ne sont pas dans le quartier où je vivais. D'accord. Donc, il aurait fallu prendre des bus. Voilà, c'était loin. Donc, ma mère, elle m'a dit, pour ne pas te fatiguer et pour ne pas que tes résultats baissent, on va t'envoyer dans un autre lycée qui est à Yopougon, mais dans un lycée qui n'est pas forcément un lycée d'excellence, où tu vas essayer de garder un certain niveau quand même. Oui. Donc, c'est comme ça que j'arrive dans le lycée moderne de Yopougon. Et là-bas, vu que j'étais dans un collège d'excellence, quand j'arrive au lycée de Yopougon, les gens ils sont surpris de mes moyennes, quoi. C'est-à-dire quand j'arrive, au premier trimestre, j'ai une moyenne élevée, j'ai 16 de moyenne, et le deuxième, il a 13, par exemple. D'accord. Donc tout de suite, le proviseur, donc le proviseur de ce lycée-là, elle est surprise, elle me dit, mais lui, je ne sais pas ce qu'il fait ici. Donc elle appelle l'ambassade des États-Unis à Abidjan. Elle dit, en tout cas, j'ai un petit dans mon collège, il est bon, il a de très bonnes notes en anglais, tout ça. Est-ce que vous n'avez pas des programmes? Parce qu'à l'époque, les États-Unis avaient des programmes, alors ça existe toujours, mais plusieurs programmes de jeunes, on va dire. Oui. Donc c'est comme ça que ma proviseure, Madame Natouma, que je salue, me propose à l'ambassade. Et l'ambassade m'appelle, donc j'y vais. Je vais à l'ambassade des États-Unis, pour moi, c'est l'ambassade des États-Unis à Abidjan. Oui. J'arrive. Donc, je croise les gens, on fait un entretien, on me dit, voilà, comment vous définissez, en gros, un entretien pour savoir un peu, pour avoir un peu mon parcours, mon jeune parcours, parce que je suis en seconde. Et là, à ce moment-là, on me demande les moyennes et tout, et on me dit, on me recontacte. Un jour, moi, je suis dans les rues d'Abidjan en train de jouer au foot, il y a ma mère qui m'appelle, rentre à la maison. Je rentre, je te rappelle, tu avais fait un entretien à l'ambassade des États-Unis. Oui. Je dis oui, ça a été concluant, donc tu vas participer au Youth Leadership Programme à Washington, D.C. Mais concrètement, c'est quoi ce programme? En fait, c'est un programme d'échange culturel où on apprend le leadership. En gros, on forme les leaders de demain. Exactement. On forme les leaders de demain. C'est un programme où on était, en Côte d'Ivoire, on était 8 élèves, donc de 15 à 17 ans.
avec 2 professeurs, et idéalement des professeurs d'anglais, parce que tu vas à Washington, il faut quand même parler D'accord. anglais. Donc c'est comme ça qu'en automne 2010, donc ça dure 1 mois le programme. D'accord. On part à Ok. Washington. Et c'était comment les États-Unis? Franchement, déjà, à l'époque, c'était ma première fois de prendre l'avion, hein, parce que j'avais Ah, jamais bougé. J'imagine. Oui. Donc moi, c'était un truc de ouf pour moi. Il n'y avait pas de vol direct Abidjan-Washington, donc on a fait escale à Paris. Donc, Ok. moi, je pleure parce que c'est la première fois que je quitte ma mère, quoi. Je quitte ma famille. Je pleure, mais en vrai, je pleure pas parce que j'ai pas envie de partir. Oui. Je pleure parce que je vais quitter ma mère pendant 1 mois et ça m'était jamais arrivé. Donc, on y va, on fait escale à Paris, on reste quelques heures, après on prend le vol 9 heures jusqu'à Washington DC. Et quand on arrive là, hôtel, on reçoit les gens, l'ONG qui a organisé le programme, qui nous reçoit. Franchement, le rêve américain, j'ai envie de dire. Franchement, c'est Washington DC, je garde un très beau souvenir parce que En plus, à l'époque, c'est Barack Obama qui est Barack président. Obama, ouais, effectivement, parce qu'en plus c'était un modèle, Barack Obama. Quand on arrive en 2010, Barack Obama dans le pays de... Donc on visite un peu le Washington Monument, c'est un grand bâtiment comme ça. Il y a le Washington Monument, il y a le Lincoln Memorial, ça s'appelle. C'est un bâtiment qui a été fait à l'effigie d'Abraham Lincoln. Celui-là, on le voit souvent dans les films. Exactement. Donc même le Washington Monument, on a pris l'ascenseur, on est monté tout en haut. Ah oui, la grande... voilà. Oui, on est monté tout en haut. On a été aussi au Capitole. Donc le Capitole, qui est célèbre parce qu'on a des histoires là-dessus. On est rentré là-dedans. Le seul endroit où on n'est pas rentré, c'est la Maison Blanche, mais on est resté juste devant pour prendre des photos. J'ai encore des photos même sur les réseaux de cette époque-là. Et vous avez rencontré d'autres personnes qui participaient au programme? Exactement. Alors, c'était fait avec les Maliens, parce qu'on avait 8 élèves maliens également et 2 professeurs aussi du Mali. Donc, on était au total 16 élèves et 4 professeurs. Ok. Donc, et arrivé là-bas, où est-ce qu'on séjournait? Les professeurs étaient dans un hôtel. Nous, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis bilingue. Aujourd'hui, je parle français. Parce qu'on nous a mis un Ivoirien et un Malien dans des familles. C'est-à-dire des familles américaines qui ne parlent pas un mot français, quoi. Donc, moi, par exemple, la famille dans laquelle j'étais, la langue principale, c'était l'anglais. Et la deuxième langue, c'était l'espagnol. Moi, je ne parle pas espagnol, donc j'étais obligé de m'exprimer en anglais. Donc, ça aussi, déjà que j'aimais bien l'anglais, ça aussi, ça m'a permis de perfectionner mon anglais, quoi. Et c'était comment le retour à Abidjan? Quand on est arrivé, franchement, j'étais Chris Brown dans ma tête, moi. quand on est arrivé, franchement, c'était... j'avais quel âge? J'avais 16 ans. Je partais sur mes 16 ans. Donc, quand je suis arrivé, c'est la star. Manu, il est arrivé à Yopougon. Il a fait 1 mois aux États-Unis. Il est passé, en plus, à l'aéroport de Roissy. Il a fait escale quand même. Donc, j'ai touché le sol français, j'ai touché le sol américain. Donc, quand j'arrive, c'est... C'était la star du quartier. La star du quartier, quoi. C'était une belle... en tout cas, un très bel épisode de mon parcours, quoi. Et j'ai beaucoup aimé. Et du coup, quelques temps après, on va dire quelques années après, tu as eu le bac. Ouais. Et tu pars au Maroc sur une bourse. C'est ça. Et est-ce que ce choix-là, c'est voulu? Tu as voulu vraiment aller au Maroc ou... Pas vraiment. Déjà, avant même d'arriver au Maroc, quand je reviens en 2010, il y a les élections en Côte d'Ivoire. Et en 2010, cette période-là, on a connu une guerre. Donc, en gros, moi, je reviens des États-Unis et je tombe quasiment dans la guerre, quoi. Dans la guerre civile. Dans la guerre civile, quoi. On a eu une période où on s'est retrouvé avec 2 présidents, 2 gouvernements, 2 palais présidentiels. Donc, tu quittes les États-Unis, le rêve américain, et tu retournes à Abidjan. Et là, c'est... Donc, ça, c'était un épisode aussi très important. Donc, c'était très difficile. Parce que c'était vraiment... On a dû quitter même les logements où on était. Donc, avec le temps, c'est passé d'octobre à avril, ça s'est calmé. Donc, au mois d'avril, les choses ont commencé à reprendre. Et là, je continue mon cursus et j'ai le bac. Bac que j'obtiens avec, encore une fois, une très bonne moyenne. Et un jour, comme ça, ma mère me demande de l'accompagner à l'ambassade, au ministère des Affaires étrangères, parce qu'elle avait des dossiers à gérer. Donc, je vais avec elle. Et en regardant sur les affiches au ministère, je vois que le Maroc propose des bourses d'études. Il y avait le Maroc, il y avait l'Ukraine qui proposait des bourses d'études et la Turquie. Et moi, je regarde ça, je dis, mais ça peut être intéressant. Surtout qu'on sortait d'une crise politique. Oui. Donc, les universités étaient fermées, enfin, venaient d'ouvrir, mais avaient été fermées pendant plusieurs années. Oui. Donc, l'idée, c'était pas d'aller dans une université où j'allais me retrouver avec 3 générations qui avaient été, entre guillemets, sacrifiées, quoi. On allait se retrouver à des milliers. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit...
j'ai parlé à ma mère et je me suis dit, ce serait bien de candidater pour cette bourse d'études-là. Sauf que les résultats du bac étaient sortis, je dis n'importe quoi, le 8 août. Oui. Et le dernier délai pour candidater à cette bourse, c'était le 10 août. Ah oui. Il restait 2 jours. Ma chance, c'est que j'avais déjà le passeport. Vu que j'avais été aux États-Unis, Oui. j'avais déjà le passeport. Parce que le passeport fait partie des dossiers qu'il fallait rendre pour cette candidature. Et donc, j'avais déjà le passeport. Après, le reste, c'était le relevé de notes au bac, relevé de notes de la terminale, tout ça. Donc, tout ça, j'ai réuni ces documents-là vraiment très rapidement. Rapide, oui. On a pu déposer le dossier. Et ce qui est bien, c'est que cette bourse-là les dossiers étaient étudiés par le Maroc. Ils avaient une agence au ministère des Affaires étrangères au Maroc. Donc, c'est eux qui étudiaient. Parce qu'ils se sont dit que, on sait comment ça marche chez nous en Afrique, hein, les bourses d'études, ce sont les cadres, les enfants des cadres d'abord qui ont... oui, ils ne voulaient pas ça, donc ils Exactement. voulaient... Donc, les dossiers sont partis au Maroc et c'est le Maroc qui a étudié les dossiers. Et après, on m'a informé que mon dossier avait été retenu pour aller au Maroc. Je dis, là, j'imagine ça a dû être le rêve parce que quelques temps avant, les États-Unis. C'est ça. Après le Maroc. Après, bon, c'est pas la même chose, mais le Maroc, ça reste quand même un beau pays. Et je suis parti, franchement, je suis parti pour faire une licence en droit, en langue française, parce qu'ils ont aussi le droit en langue arabe. Moi, je parle pas un mot arabe, donc j'allais pas faire des études en droit en arabe. Donc, je suis parti au Maroc pendant 3 belles années, donc de 2012 quand j'ai eu le bac, à 2015. Entre ce que tu t'y attendais et ce que tu as vécu sur place, est-ce qu'il y avait trop de différences ou... Alors après, comme tu l'as dit, j'étais à Fès. Fès, c'est une très belle ville, mais c'est pas une ville, c'est une ville touristique, mais c'est pas une ville aussi avancée, on va dire, que Rabat. Oui, je l'ai remarqué, Gaza, j'ai déjà visité Fès. Exactement, donc, mais c'est une très jolie ville quand même. La Médina et tout ça, c'est très joli. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a des moments où c'était un petit peu difficile avec la chaleur en été. Franchement, il faisait hyper chaud à Fès. On avoisinait les 40 degrés. Hein. En plus, on n'est pas loin du désert, donc il faisait hyper chaud. Et puis, je me suis fait de très bons amis dans cette ville-là. Franchement, au niveau des attentes, très, très, très belle expérience. 3 belles années. J'ai des amis avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Oui. Et... C'était très bien. Franchement, très, très, très bel épisode de ma vie. Et puis, il y avait une forte communauté parce qu'il y a des études. Il y a plein de Comoriens. Il y avait plein de Comoriens. Oui, ils proposent aussi des bourses pour des Comoriens aussi. D'ailleurs, je crois que j'ai ma belle-sœur qui est actuellement dans la même ville que moi, en plus, Fès. Donc, oui, c'est sympa. Ok. Sympa. Et tu arrives en France, précisément à Nancy pour le master. Est-ce que pour toi, c'était un choc ou une continuité ? Alors, au niveau des études en droit, c'était un gros choc. C'était un gros choc parce que faut savoir qu'au Maroc, en dehors de ceux qui font des études dans des lycées français, la plupart des gens ont un cursus en arabe. Donc, quand ils arrivent en licence pour faire des études en droit, ils ont un cours... par exemple, moi, j'avais un cours qu'on appelait... vocabulaire juridique. Moi, j'étais content. Je me dis, je vais apprendre des choses. Je vais apprendre des locutions latines qu'on utilise très souvent en droit, in fine, in abstrato, tout ça. Sauf que non, c'était pas ça. C'était des trucs que nous, on apprenait en Côte d'Ivoire en 3e. D'accord. Voilà. Enfin, pas des trucs de CP, mais quand même, c'était des trucs assez simples que nous, on connaissait déjà. Donc, j'étais un peu déçu parce qu'effectivement, c'était pour les remettre, les Marocains qui ne parlaient pas forcément bien français, pour les remettre à niveau. Et moi, j'étais un peu déçu de ce cours-là. Et quand je suis arrivé en France, c'était franchement le droit en France. Absolument rien à voir. Rien à voir. Le droit en France et le droit au Maroc. Alors oui, il y a quelques similitudes quand même, parce qu'il y a des relations, il y a un passé historique entre les deux pays, mais ça n'avait absolument rien à voir. Parce que moi, par exemple, j'arrive en Master 1, droit, j'ai une matière qu'on appelle le droit matériel de l'Union européenne. Moi, je viens d'Afrique. J'ai fait mon cursus en Côte d'Ivoire et au Maroc. J'arrive, tu me parles de droit de l'Union européenne, je ne sais pas de quoi tu me parles. Sauf que eux, qui sont au master, ils avaient déjà fait en licence. Et même voir le lycée, le collège, voilà, tout ça. Ils avaient déjà appris des trucs. Oui. Ils avaient une matière qu'on appelait le droit institutionnel de l'Union européenne, donc ils apprenaient les bases. Et donc quand ils arrivent au master 1, ils sont un peu aguerris. Et deuxième anecdote là-dessus, je fais un TD. Tu sais, les TD, c'est un peu divisé par groupe. Donc, on est une dizaine dans la classe, dans la salle. Et je suis le seul noir, on va dire.
Et elle pose une question, la chargée de TD, Madame Moch, elle pose une question facile pour tout le monde, donc une question de révision. Oui. Et là, je vois, il y a toute la salle qui lève la main. Et quand tu es le seul noir qui ne lève pas la main, ça se voit tout de suite. On est que 10. Oui. Donc, à un moment, je me suis dit, je fais quoi? Est-ce que je me fonds dans la masse en levant la main? C'est-à-dire en prenant le risque quand même qu'elle m'interroge, mais que je n'ai pas la réponse. Oui. Ou est-ce que je joue la carte de l'honnêteté en disant que je ne sais pas? Et donc, je n'ai pas levé la main. Et là, tu ne lèves pas la main, bah, ça se voit tout de suite. Oui. Bah, direct, elle te pose la Et question. direct, elle vient vers moi, elle me dit, vous n'avez pas la réponse? Je dis, bah non, je ne l'ai pas. Et elle m'a dit, vous venez d'où? Je dis, bah, je viens d'arriver du Maroc, mais je suis originaire de Côte d'Ivoire et tout. Et là, elle me dit, va falloir commencer à courir, monsieur. Quand tu arrives en France et que tu as un chargé de TD qui te dit, il va falloir commencer à courir, monsieur, Ouais, je sais tu es tout de que suite le dans travail le bain. va être... Il va falloir que tu bosses 2 fois plus que tous les autres qui sont là, finalement. Oui. Donc, ouais, c'était vraiment un gros choc. Ça n'a absolument rien à voir. Ouais, j'ai l'impression qu'on a tous la même réalité. C'est ça. Dans l'épisode précédent, c'est ce que je racontais un petit peu, Ouais. le choc qu'on a en arrivant ici. Mais est-ce qu'il y a un moment où tu t'es senti que tu construis quelque chose de réel Oui, parce que moi, la phrase que j'aime, enfin, les 2 mots que j'utilise souvent, c'est objectif et détermination. C'est-à-dire, je me dis, dès le bac, je veux faire du droit. Oui. Donc, il faut que je me fixe un objectif, c'est-à-dire faire un métier dans le droit. Et puis, la détermination, c'est-à-dire, quoi qu'il arrive, il faut que j'y arrive. Après, peut-être que je ne vais pas y arriver. Mais quoi qu'il arrive, il faut que je mette en tout cas toutes les chances de mon côté pour y arriver. Donc, ça, c'est les 2 mots que j'utilise, objectif et détermination. Donc, au bout d'un moment, quand tu as ces deux mots-là qui te guident, tu sais qu'au bout d'un moment, tu construis quelque chose parce que tu te dis, tu ne vas pas à l'école juste pour aller à l'école. Tu ne vas pas à l'école juste pour faire plaisir. Là, maintenant, c'est plus pour faire plaisir à maman. À l'époque, tu vas à l'école parce que tu te dois de construire quelque chose. On commence à prendre de l'âge, on vieillit, le temps passe. Donc, à un certain moment, je me suis dit, là, je commence à avoir j'ai la vingtaine. Il faut que j'avance petit à petit, il faut que je me construise quelque chose, il faut que j'ai ma mère qui est mon modèle, il faut que j'essaie de faire comme elle, aller au bout, parce que je sais que ce n'est pas facile, surtout dans les études en droit. Alors, je parle du droit parce que c'est ce que je connais, Oui. mais je veux dire, en France, les études en droit, c'est difficile. Donc, même si, à un moment donné, tu as un coup de bas, moi, j'ai eu des mauvaises notes quand je suis arrivé. Oui, ben, j'imagine. Au bout d'un Avec moment, le retard, j'imagine. J'ai eu des mauvaises notes au début quand je suis arrivé. Je regarde des notes et je me dis, mais non, c'est pas moi ça. À un moment donné, j'avais un coup de bas, mais il faut savoir que quand tu as la détermination, tu te dis que oui, il faut que tu bosses, on y arrive au bout d'un moment. Donc oui, je me suis dit à un moment donné que je suis en train de construire quelque chose, effectivement. D'accord. Je sais que les gens qui te connaissent disent de toi que tu es une personne de très réfléchie. Ouais. Et c'est venu comment? Alors, je suis quelqu'un qui... Je ne prends pas de décision, on va dire, comme ça, sur À la va-vite. À la va-vite. Je prends T'es pas de cartésien. décision. Exactement, je suis cartésien. Je me dis... D'ailleurs, je pense à ma femme et je me dis... le boulot, on va y revenir, mais le boulot que je fais aujourd'hui, Oui. je pense que c'est en grande partie à cause d'elle parce que je réfléchis tellement que... En fait, ils sont venus me chercher, on m'a débauché. Oui. Mais moi, quand j'ai vu le message qu'on m'a envoyé, je me suis dit, c'est de l'arnaque, ça. Franchement, je vais pas... Là, j'ai mon boulot. J'avais un petit boulot de juriste que je faisais. Oui. Voilà, je suis bien. Ça paie pas trop mal. Je suis bien. Pourquoi aller me casser la tête avec un truc en plus, depuis quand tu débauches des gens comme ça sur LinkedIn pour être directeur d'une commune de je ne sais où. Donc, moi, j'ai pas calculé le message. Et dans une discussion comme ça, je lui en ai parlé à ma femme. Et... elle me dit, mais t'es con, quoi. T'es con, quoi. On te propose un truc de directeur, ça veut dire que tu pourras même négocier encore plus ton salaire. Vas-y, fonce. Rappelle au moins, si c'est de l'arnaque, au moins, t'auras rien perdu. Mais rappelle au moins. Et c'est là où je me dis, bon, ok, je rappelle. Et puis, donc oui, c'est vrai que je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Parfois, Oui. c'est bien, mais parfois, ça peut mettre alors, pas en retard, mais trop de réflexion. Souvent, c'est bien aussi d'être un peu... Oui. Voilà, spontané, Oui. saisir des opportunités. Parce Être aventurier, voilà, de temps en temps. Pas donc, trop, mais... Pas trop. Voilà, faut trouver le juste milieu. Oui, Faut trouver ok. le juste milieu, Oui, essayer je d'être... comprends.
à cheval entre la spontanéité et la réflexion un peu poussée, on va dire. Oui, oui. Donc, ouais. Bah là, tu m'as fait une transition par rapport à ce que tu fais. Et du coup, bah là, comme je l'ai dit au tout début, tu es directeur juridique et de l'urbanisme dans une mairie. Dis-moi concrètement, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi ta vie là-dedans? C'est vrai que c'est beaucoup de travail. Parce que surtout que dans la mairie où je travaille, il n'y avait pas de service juridique avant. D'accord. Donc quand je suis arrivé, encore une fois, je partais sur une feuille blanche. Donc il fallait structurer le service et tout ça. C'est quoi être directeur juridique de l'urbanisme dans une mairie? Dans une mairie, en fait, aujourd'hui, les mairies ont ce qu'on appelle, c'est un peu technique, mais la clause générale de compétence. C'est-à-dire les mairies interviennent pour tout. D'accord. Urbanisme, tu veux construire une maison, bah c'est Tu l'urbanisme. demandes le permis à Avec la permis mairie. de construire. Si tu veux faire un parc, c'est un permis d'aménager. Ensuite, si on va, si la mairie veut acheter des trucs, bah, elle ne peut pas acheter avec n'importe quel prestataire. Il y a des procédures qu'on appelle des procédures de marché public, tout ça. Donc, en gros, moi, mon rôle, si tu veux, c'est de sécuriser au maximum tous les actes, toutes les décisions, c'est-à-dire les délibérations, les arrêtés du maire, les conventions, les Ah oui, différends. oui. Donc, En gros, tout ça, c'est comme si tu es le bras droit du maire. c'est ça, effectivement. Alors, il y a le DGS, effectivement, le directeur général de tous les services. Mais en tant que service juridique, c'est vrai que je suis beaucoup en contact avec le maire, parce que le maire, quand il prend une décision, Il vient te demander. il vient Est-ce que c'est légal? Est-ce que je fais ou pas? Exactement, parce que beaucoup de gens ne le savent pas, mais les maires, c'est bien, ils font la politique, mais ils sont exposés, ils sont beaucoup, beaucoup exposés. Il y a plein de maires qui ont été condamnés pour pénalement en plus, hein, je veux dire. Oui. Je veux dire, admettons par exemple, je suis un maire, j'ai une boutique, ou en tout cas une entreprise de menuiserie. On a besoin à la mairie de refaire les serrures, les menuiseries de la mairie, par exemple. Oui. Et le maire, il se dit, bah oui, moi j'ai une entreprise là, donc on va contracter avec mon entreprise, comme ça, c'est Oui. rapide, je vous fais un prix. Ça, c'est un maire qui ne le sait. Alors, je caricature, hein, mais un maire qui ne sait pas qu'il y a des situations de conflit d'intérêts, de prise illégale d'intérêt, tout ça, pénalement, il peut être condamné. Ça, c'est des peines d'emprisonnement. Parce que tout doit passer par des marchés. Il faut passer par une procédure. de marché public. Exactement. Publier les offres et tout. Exactement. Faire une publicité et puis après, on reçoit des candidatures des entreprises et puis de manière totalement transparente, choisir en fonction du prix, en fonction de la proposition qui est faite par les entreprises. En tout cas, que ce soit vraiment transparent et qu'il y ait une certaine égalité entre les candidats qui ont. D'accord. Et une journée normale dans ça ressemble à quoi? Franchement, je vais te dire un truc, il n'y a pas de journée type. Parce que quand j'arrive, la porte de mon bureau, j'ai tout le temps des collègues qui arrivent. Direct. Souvent, mon ah oui, mais en fait, ça peut être tout. Même les personnes qui... Par exemple, dans une mairie, tu peux avoir les services enfance, services régie. Donc, tout le monde peut venir te Aujourd'hui, il y a du droit partout. Il faut savoir que même quand tu te lèves le matin pour aller acheter ta baguette, bah, c'est un contrat de vente que tu passes. Oui. Tu marches sur le trottoir, bah, c'est parce que le trottoir, c'est du domaine public. Oui. Donc, c'est ouvert à tout le monde que tu marches. Si c'était une propriété privée, tu n'aurais pas emprunté ce trottoir-là librement comme ça. Oui, oui. Je dis n'importe quoi, tu prends ta voiture, tu roules à 110 sur l'autoroute, s'il y a un nid de poule que tu as respecté la vitesse maximum et que tu te fracasses ton véhicule, bah, tu peux attaquer le gestionnaire de cette voie-là. Donc, en gros, il y a du droit partout. Donc, c'est aussi d'ailleurs pour ça que j'ai voulu faire du droit. Il y a du droit partout. Donc, quand je viens, j'ai des collègues du service culture, par exemple, qui viennent me poser des questions parce que dans ma ville, la mairie est dans un château. Et le château, c'est un monument historique. On ne peut pas faire des travaux n'importe comment là-dessus. D'accord. Eux, ils viennent me voir, culture. Ouais, on veut faire des travaux, mais qu'est-ce qu'il faut faire un marché public? Je dis non. Avant même le marché, bah, tu as besoin d'avoir une autorisation de la DRAC. Dans la DRAC, c'est la Direction régionale des affaires culturelles. Tu es obligé d'avoir une certaine autorisation de travaux là-dessus. Pourtant, on est propriétaire du bâtiment. D'accord, mais étant donné que c'est un bâtiment historique, tu ne peux pas faire n'importe quoi là-dessus. Oui. Tu vois, donc tu peux avoir aussi les services techniques qui disent que voilà, en passant la débroussailleuse, j'ai projeté un caillou qui a pété le pare-brise d'un particulier, de quelqu'un qui passait comme ça. Donc, assurance, il faut faire un constat, voir un peu est-ce que l'assurance prend. En fait, il n'y a pas de journée type. On touche vraiment à tout. Et je suis en train de me dire, est-ce que, franchement, le boulot que j'ai, c'est pas... Parce qu'il faut dire qu'avant d'arriver dans cette mairie-là, il était convenu que je m'occupe de juridique, donc juridique au sens large, hein, et urbanisme. J'avais pas les marchés publics dont je viens de parler. D'accord. C'est en cours de route qu'on m'a rajouté les marchés publics.
Donc, on m'a rajouté du taf. D'accord. Donc, au bout d'un moment, ça commençait à devenir pas mal et pas mal de boulot. Et... Oui, en plus, là, tu m'as fait penser, parce que ça, c'est quelque chose, je me suis toujours demandé à qui le demander, à qui se plaindre à la mairie. C'est les. Comment on appelle ça? Les dodanes. Ah Parce oui. que j'ai vu que la majorité, voire la plupart toutes, elles sont illégales. Bah oui. Oui. Généralement, il y a un certain... Alors ça, effectivement, c'est plus les services techniques qui s'y connaissent, parce que le volet technique, mais juridiquement, il y a un certain niveau qu'on ne doit pas dépasser, parce que souvent, tu as des dodanes qui... C'est presque du 45 degrés. Quoi. Oui. Et même trop... des fois, c'est long. S'il y a beaucoup d'affluence, et c'est illégal d'en mettre. Ouais, et des choses comme ça. Parce que souvent, il y a des maires qui ils veulent tellement faire plaisir à leur population que quand il suffit qu'il y ait un habitant qui se plaigne, qui dise que moi, dans ma rue, ça circule trop vite, il faut mettre un dodane. Il dit « Ah, ok, vous avez voté pour moi ?» Oui, ok, bon, on va mettre un dodane là pour vous faire plaisir, merci. Et puis, ils mettent un dodane. Ça, c'est généralement dans les petites communes, il n'y a pas de service juridique assez poussé, donc ils font un peu ce qu'ils veulent. Après, ils se font reprendre par la patrouille parce qu'il y a la préfecture qui veille un peu au contrôle de légalité de toutes les décisions qui sont prises. Mais oui, c'est sûr que il est tout à fait possible de se plaindre à la mairie. Nous, on a des recours quand on est construit. Souvent, là, on est en train de construire un cours de padel sur la commune. Et on s'est... voilà. Alors, on n'est pas allé jusqu'au recours, mais on a eu des gens qui se sont plaints parce que le padel... Il y a des gens ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Il y a des gens qui vont venir, il y a du bruit, ils n'en veulent pas. Mais on n'est pas allé jusqu'au contentieux. Mais on a réussi à trouver un terrain d'entente, un peu régler ça à l'amiable, parce que la zone dans laquelle le padel il est construit, il est tout à fait possible de construire là. Quoi, donc, D'accord. Tu m'as dit qu'il n'y a pas de journée type vraiment. Mais si par exemple, tu as un dossier critique qui arrive sur ton bureau, comment ça se passe? Déjà, je demande à celui qui m'envoie le dossier critique, pourquoi est-ce que vous n'avez pas anticipé? Parce que ça aussi, c'est une culture que j'essaie de mettre dans la commune, parce que... Mais comme tu m'as dit, il n'y avait pas ça avant. Ouais, donc, ils n'ont pas souvent le réflexe. Ils n'ont pas le réflexe de venir. Parce que souvent, ils s'engagent dans des trucs, ils signent des conventions, des contrats comme ça. Oui. Ils passent, ok, c'est bon, on a fait. Et quand il y a un recours derrière, ils se rappellent que, on a un service juridique. Alors que le service juridique, ils auraient pu le contacter avant de lancer le... Donc, quand j'ai un dossier critique comme ça, je fais un peu... je le sermonne un peu, je dis que c'est pas bien de lancer des projets comme ça, des projets de grande envergure comme ça, sans contacter le juriste de la commune, du service juridique. Et quand j'ai un dossier comme ça, ce qu'il faut faire, c'est vraiment d'avoir toutes les informations. Parce que souvent, quand on a des questions, la personne qui vient nous poser les questions, la question est un peu biaisée parce qu'elle l'oriente, elle attend une réponse. Donc, elle pose sa question de manière à ce que tu lui répondes, tu lui dises ce qu'elle a envie d'entendre. Oui. Donc moi, j'essaie de demander toutes les informations d'abord, c'est-à-dire s'il y a eu des délibérations qui ont été prises, s'il y a eu une convention qui a été signée, s'il y a eu tel truc, s'il y a eu un arrêté. Je veux tous les documents d'abord. Une fois que j'ai tous ces documents-là, je les étudie pendant un certain nombre ça peut me prendre quelques heures ou même quelques jours. Et puis je fais appel à la personne qui m'envoie le dossier et puis on essaie de voir un peu quelle solution apporter le plus... en tout cas, la solution, la moins risquée. D'accord. Après, souvent, tu peux prendre des décisions et après, il y a des risques derrière. Il y a des risques juridiques, des risques qui peuvent être des risques d'annulation, des risques d'un point de vue pénal ou des risques que moi j'appelle réputationnels, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment de risque d'annulation, mais ça va donner une mauvaise image à la mairie. De la mairie, c'est oui. ça. Est-ce que dedans, tu as un dossier qui t'a marqué, que tu peux nous raconter ou pas? Sans vraiment rentrer dans le détail, bien sûr. J'ai un dossier qui m'a marqué. Alors, c'est récent en plus, parce que dans ma ville, on a changé de maire. Il y a eu des élections, donc l'ancien maire... Récemment, il y avait les élections. Exactement. Il a perdu. Et l'ancien maire, il avait eu pas mal de plaintes parce que lors de la fête de la musique l'année dernière, il n'a pas eu de... Il n'y a rien eu. La ville était déserte. Donc les gens se sont plaints. Ouais, il n'y a rien eu. Donc le maire dit, OK, cette année, en plus c'est bientôt les élections, donc ce que je vais faire, on va vous ramener un artiste. Donc on ramène Charlie Winston, un artiste britannique. Ah, les gens sont contents. OK, ça va coûter combien? Ça va coûter tel montant. OK. Donc on est largement au-dessus. Normalement, quand on fait appel à une maison de production qui nous ramène un artiste, c'est un marché public parce qu'on... Voilà, tu ne peux pas faire appel à une maison de production. Contacter directement quelqu'un que tu connais. Non. À un certain seuil, au-delà de 60 000 €, il faut faire un cahier des charges, voilà, un règlement de consultation. Donc là,
ça n'a pas été fait. L'ancien maire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a contacté la directrice des affaires culturelles directement. Vas-y, contacte-moi à telle maison. Donc, ils ont fait le contrat. Moi, je n'étais pas au courant. On ne m'a pas mis dans la boucle au début. D'accord. Et donc, ils ont signé le contrat, tout s'est bien passé. OK. Donc, faites de la musique, il y aura bien Charlie Winston qui viendra. Sauf que quelques jours après, ils se prennent un courrier d'un administré qui estime qu'ils ont dépensé trop d'argent pour ce concert-là. Donc, il demande, dans son courrier, il demande, donnez-moi tous les documents du marché public que vous avez passé. Ah, c'est légal, c'est possible? Oui, en fait, une fois que le marché est passé, c'est communicable à tout le monde. Les pièces sont communicables à tout c'est le monde. rendu public. Exactement. D'accord. Donc, il demande, parce que c'est quelqu'un qui s'y connaît un peu quand même. Oui. Donc, il dit, donnez-moi toutes les pièces du marché, règlement de consultation, cahier des charges, rapport d'analyse des offres, tout. Sauf qu'il n'y a jamais eu de marché. Ah oui. Il n'y a jamais eu de marché. Et moi, je n'étais pas dans la boucle. Donc là, ils se souviennent maintenant qu'il y a un service juridique. Donc, maintenant qu'ils ont vu ce courrier-là, ils se rappellent, on va aller voir Emmanuel, on va lui poser la question. Pourquoi vous n'êtes pas venu m'en parler avant? Tu vois. Oui. Donc, ils sont venus, ils m'ont présenté le dossier. Je dis, mais là, je ne suis pas Merlin l'Enchanteur, quoi. Je peux pas faire, j'ai pas de baguette magique, je ne peux rien faire. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est d'être honnête, dire aux gars que, voilà, compte tenu de la procédure, manque de temps, etc. Manque de temps, l'urgence, on n'a pas eu le temps de faire une procédure, mais là, s'il part au contentieux, là, on est cuit. Et les gens, derrière, ils se diront, on a recruté un juriste, pourquoi on n'a pas... Mais le juriste n'était pas au courant. Vous avez fait un projet, vous n'avez pas mis le juriste là-dedans. Donc ça, c'est vraiment un dossier qui m'a beaucoup marqué parce que je me sentais impuissant, parce que je ne pouvais rien faire, parce qu'on ne m'a pas prévenu au Et départ. ça peut aussi entacher ton image. Oui, derrière. Aussi. Oui. Oui, quelque part. Parce que les personnes pourraient ne pas avoir toutes les informations. Ils se dire, ah, mais... Le juriste, il ne sert à rien. Oui, il ne sert à rien. Sauf que je n'avais pas eu les informations, effectivement. J'avais une question qui me paraît assez importante. Déjà, pour être à ce poste, est-ce qu'il faut être fonctionnaire? Non, d'ailleurs, moi, je ne suis pas fonctionnaire. Ah, d'accord. Je ne suis pas fonctionnaire parce qu'en fait, c'est un poste qui est ouvert aux contractuels. Parce que dans la fonction publique, on a les fonctionnaires, donc les titulaires de la fonction publique, ceux qui ont passé le concours. Oui. Et il y a eu des avancements de grade et tout ça. Mais quand on ne trouve pas de fonctionnaire, il est possible d'ouvrir ce poste-là à des contractuels. D'accord. Donc, effectivement, c'est comme ça que moi, j'ai été recruté. Je suis un poste de catégorie A, donc poste de cadre, mais contractuel. Donc, j'ai un contrat. Je ne suis pas en CDI actuellement. J'ai un contrat. Après, je me dis, je peux tenter le concours. D'accord. Donc, je vais le tenter. Je vais y aller sans prépa. Et puis, on va voir ce que ça va donner, quoi. D'accord. Et si, comme toi, on vient d'ailleurs, on n'est pas français de naissance, est-ce que ce poste-là, il est accessible? Pour être contractuel, on n'est pas obligé d'être français. D'accord. Bon, moi, aujourd'hui, c'est pour passer le concours qu'il faut être français. D'accord. Donc, pour passer le concours, il faut être français. Donc, un étranger extra-européen peut devenir juriste dans une collectivité, mais en tant que contractuel. Après, si il effectue les démarches pour devenir français, il pourra passer le concours après. Ok. Du coup, toi, c'est une transition naturelle. Tu es devenu, parce que tu n'es pas français de naissance, tu l'es devenu en 2024. Est-ce que dans ton travail, ça a changé quelque chose? Ça a facilité pas mal de choses parce qu'aujourd'hui, comme on parlait de concours tout à l'heure, je peux passer le concours et devenir titulaire de la fonction publique. Ça ouvre pas mal de portes. Alors, la fonction publique, on peut critiquer la fonction publique parce que c'est vrai que c'est pas ce qui paye le mieux, oui. Faut qu'on se le dise. Mais ça ouvre pas mal de portes quand on est fonctionnaire. Et voilà, donc je peux avoir pas mal d'opportunités. Voilà. Et moi, comme tu l'as dit, je suis pas né en France, je suis pas né français. Je suis arrivé et avec mon parcours, j'ai fait des études ici, j'ai eu mes enfants ici, j'ai rencontré ma femme ici. Donc, je me suis dit, bon, autant demander la nationalité. Et tu comptes construire ta vie ici. Exactement. Donc, et en plus, ça fait 12 ans maintenant que j'ai pas mis mes pieds à Abidjan. Donc, d'accord. Donc, ça fait vraiment longtemps que je suis pas rentré. Donc, ouais, j'ai demandé la nationalité par décret. Donc, ils ont étudié mon dossier. C'était Gérald Darmanin à l'époque, qui était ministre de l'Intérieur. Donc, il a étudié mon dossier. Il a estimé que j'étais assez, on va pas dire intégré, mais j'étais assez longtemps en France pour que je méritais la nationalité, quoi. Et est-ce que ça t'intéresse plus de basculer dans le privé ou tu préfères rester dans le public? J'espère que mon employé ne regarde pas le podcast. Non, mais pas forcément maintenant, mais oui. À un moment donné.
À un moment donné, oui, parce que j'ai fait beaucoup de public. J'ai beaucoup travaillé dans le public. Avant d'être directeur juridique, j'étais dans un établissement public qui donnait des conseils à des maires. C'était une structure publique, Oui. mais qui donnait des conseils à des maires. Donc, j'ai beaucoup travaillé dans le public. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de voir autre chose, quoi, de voir un peu comment fonctionne le Et du privé, quoi. je sais pas si c'est pareil, mais je pense que dans le privé, tu as plus d'opportunités, mais tu as plus de. En gros, de matière à utiliser. Voilà, c'est pas le même sujet que tu vas traiter. Exactement. Et en plus, je trouve que quand on est dans le public, alors on est neutre, il n'y a pas de souci, mais je trouve que notre métier est dans le public, en tout cas moi en tant que directeur juridique, mon métier il est un petit peu politisé des fois. Parce que souvent je me trouve un peu à cheval entre deux positions. Il y a le maire qui veut telle chose. Dans mon ancien boulot par exemple, je pouvais avoir un maire qui me posait une question, un autre qui me posait une question, et les deux, je sentais que les deux n'étaient pas en bon terme, donc ils posaient des questions, ils voulaient avoir des volets juridiques, des leviers juridiques pour mettre des bâtons dans les roues de l'autre maire. C'est un peu politisé. Et même, petite anecdote, j'ai reçu, parce que quand je suis devenu directeur juridique de ma mairie, on m'a fait un article dans le journal local de la région, et quelques semaines après, je reçois un courrier chez moi, et sur le courrier, sur l'enveloppe, il y a marqué Assemblée nationale. Qui me connaît à l'Assemblée nationale pour m'envoyer un courrier? Et là, je regarde, je vois le courrier, j'ouvre le courrier, je vois que c'est un député du Rassemblement national. je te jure, okay. Un député du Rassemblement national qui m'envoie un courrier. Félicitations pour votre recrutement en tant que directeur des affaires juridiques. J'espère que les dossiers que vous avez... Je dis, mais est-ce qu'à chaque fois qu'il y a des recrutements, il envoie des courriers de félicitations, ou est-ce qu'il a vu un petit noir est-ce qu'il a vu ta photo même? Bah oui, il y avait ma photo sur l'article. Okay. Ou est-ce qu'il a vu qu'il y avait un petit qui vient d'être recruté, et donc il s'est dit, voilà, je vais envoyer un courrier. Je dis, mais, parce que moi, bon, on n'est pas là pour parler politique, mais le RN, il est complètement aux antipodes de la personne même que je suis. Donc quand j'ai vu le courrier, je me suis dit, mais... C'était étonnant. C'était étonnant. D'où je reçois un courrier du Rassemblement national chez moi, quoi. Franchement, c'était... Ok. Mais bah, tu as parlé de l'article. Alors, c'était comment? Tu n'avais pas une espèce de fierté? Franchement, ouais, c'était une fierté parce que, en fait, dès que l'article a été publié, j'ai fait une capture d'écran, je l'ai envoyé à ma mère direct. Ah, ok. Ton fils, il est sorti dans un journal en France. Et t'es comment? Alors, ils se sont quand même plantés dans l'article parce que celui qui a rédigé l'article, donc le rédacteur, il fait trop le connaisseur. À un moment donné, ils ont marqué Emmanuel Tiemele, né à Dakar. Pourtant, je lui avais dit, je suis né en Côte d'Ivoire. Et il a dû se dire, Côte d'Ivoire, Dakar, Libreville, Kinshasa, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, on ne va pas se casser la tête. Mais en tout cas, c'était bien intéressant. J'avais bien aimé cet article-là. Oui. Bah, là, on a parlé beaucoup de ton travail, mais aussi t'es père et t'es marié. Oui. Avec tout ce parcours, comment ça se tient tout ça? Alors, c'est sûr que aujourd'hui, je suis marié, comme tu as dit, je suis père. Mais je veux dire, aujourd'hui, ce que je suis aujourd'hui, alors j'ai beaucoup parlé de ma mère, hein, oui. Mais ce que je suis aujourd'hui, c'est en grande partie à cause de ma femme aussi. Oui. Je le dis. Ah, d'accord. Je pense qu'elle va rigoler en regardant ça. Parce que, elle sera très contente. Elle m'a dit, attends, je le dis, elle m'a dit, il faut absolument que tu fasses tout pour qu'il parle de moi. Exactement. Donc, je vais parler d'elle. Il y a un proverbe que tout le monde connaît, hein, qui a été revisité un peu par un artiste ivoirien qu'on appelle Gadji Seli. Derrière un grand monsieur se cache une femme de feu. Mm. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, la personne que je suis devenu, c'est vraiment en grande partie grâce à ma femme, parce que j'ai parlé tout de suite du poste. Elle m'a dit, mais t'es con, vas-y, postule. Même mon premier boulot, alors mon premier stage, alors c'est pas vraiment un stage, c'est une mission de service civique que j'ai eue. Oui. C'est le premier métier que j'ai fait qui était en rapport avec le droit, avec ma formation. C'est elle qui l'a trouvé pour moi. D'accord. Ah oui. C'est elle qui l'a trouvé pour moi. Moi, je cherchais parce que le service civique, c'est être animateur dans un truc ou. Oui. Et elle a cherché, elle a trouvé un truc dans une mairie dans les Vosges, dans le département des Vosges, et c'est elle qui l'a trouvé pour moi. Franchement, ça a été un booster de mon CV, parce que ça m'a boosté, parce que travailler faire une mission de service civique en tant que rédacteur de convention, tout ça, dans une mairie, ça m'a boosté. Donc aujourd'hui, je suis devenu cette personne grâce à elle. Et tu me demandais comment est-ce que je gère tout ça. Oui. C'est dur.
On va pas se mentir. Oui. Parce que j'en ai 3 quand même. Oui. J'en ai 3 quand même, des enfants. Et c'est sportif à la maison. C'est vraiment sportif parce que le matin. Alors, j'ai la chance d'être dans une ville où mes enfants, parce que mes enfants ont quand même 2 ans et demi, 4 ans et 7 ans. Oui. Donc, crèche, école maternelle et école primaire. D'accord. Et la chance que j'ai, c'est que dans la ville où je suis, bah, dans un rayon de, on va dire, 100 mètres, Oui. j'ai tout. J'ai D'accord. tout. Donc, le matin, quand je dépose les enfants, je dépose la plus grande, je la regarde, elle rentre dans son école. Après, je dépose le plus petit, le garçon, le deuxième, il va dans son école. Après, je dépose la petite à la crèche. Donc, je n'ai pas plusieurs distances oui. à faire. Donc, ça me facilite beaucoup la tâche. Et après, il faut trouver une organisation parce que madame aussi, elle travaille. Elle a un métier quand même qui est assez prenant. Elle est soignante. Donc, souvent, elle travaille de nuit. C'est une sacrée organisation. Franchement, il y a des moments où on se voit quasiment pas. Elle travaille la nuit. Quand elle rentre, moi, je sors. On se check à l'entrée. Bon, bah, allez, tu reprends Oui. C'est une sacrée organisation. effectivement. D'accord. Et je sais que tu as eu ton premier enfant, on va dire, assez tôt. Ouais. Comment ça bouleverse la vie d'un homme, ça? Ça s'est passé comment? Bizarrement, j'ai eu peur, mais quand elle m'a annoncé la grossesse, je lui ai dit, vas-y, de toute façon, parce que quand elle m'a annoncé la grossesse, j'étais en pleine rédaction de mon mémoire de master. Oui. Donc, j'étais sur la fin de mon cursus. Oui. Donc, le jour où elle m'a annoncé vraiment qu'elle était enceinte, j'étais en plein dans mon mémoire et tout. Et quand la petite est venue, je me suis dit, il faut que je trouve du boulot. Parce que moi, on m'avait proposé même de faire une thèse. D'accord. Mon encadrant, celui qui m'a suivi pour mon mémoire, il avait tellement bien aimé mon mémoire, le thème sur lequel j'avais étudié, il m'avait proposé de l'approfondir dans une thèse. Oui. Moi, je lui ai dit, je vais être papa, faut que je nourrisse l'enfant, donc que je paye les couches. Voilà, faut que je paye les couches, il y a plein de choses à... Donc, il faut que je trouve du boulot. Donc, c'est comme ça que je suis venu en région parisienne, justement, pour commencer un boulot, chercher un peu d'argent pour nourrir, pour préparer l'avenue de la petite, quoi. Et toi qui es quelqu'un de méthodique, de très réfléchi, est-ce que devenir père, ça a changé ta façon d'avancer? Oui, j'ai eu des responsabilités très tôt, donc le fait de devenir père, même ma mère, elle me le dit, parce que ma mère, elle m'a dit, t'as pas fini tes études, pourquoi tu deviens père? Au début, elle n'était pas très contente, mais aujourd'hui, quand je la vois avec ses petits-enfants, Oui. De toute façon, les parents, c'est comme ça. Hein, c'est souvent comme ça. Oui. Donc, oui, au début, c'était très difficile parce que tu as des responsabilités très tôt. Et moi, je pense que ça m'a fait plus de bien parce que je pense que si j'avais pas eu d'enfants assez tôt, je suis un Ivoirien, nous, on aime la fête. On aime la fête. Donc, je pense qu'à un moment donné, je me serais quand même un petit peu égaré. Parce que D'accord. ouais, le fait d'avoir eu des responsabilités très tôt, le fait d'avoir un petit être humain comme ça qui arrive, qui n'a rien demandé, tu es tôt pour cette personne-là, donc ça te met un coup de responsabilité. Ouais, bah oui, c'est bien sûr, c'est sûr. Et aujourd'hui, bah, comme tu l'as dit, tu as 3 enfants. Oui. Aujourd'hui, tu souhaites leur transmettre quoi? Bah, la crainte de Dieu, déjà, parce que je suis croyant, donc la crainte de Dieu. Donc ça, c'est la première chose que je souhaite leur transmettre. Et ce que je veux leur transmettre aussi, c'est vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, quand ils vont grandir, objectif, détermination. Ah oui, c'est vraiment ton mantra. Ouais, c'est ça. Fixe-toi un objectif, peu importe l'objectif que tu te fixes, objectif, et donne-toi tous les moyens, qu'ils te donnent tous les moyens pour arriver à cet objectif-là, parce que la vie est dure. Oui. La vie, c'est costaud. Donc, surtout sous Macron. Ah oui, surtout dans le pays de Macron, là, c'est compliqué. C'est très dur. Donc, objectif, fixe-toi un objectif. Souvent, même la plus grande qui a 7 ans et demi, je lui demande, tu veux faire quoi plus tard? Je veux être juriste. Je dis, non, c'est pas parce que papa est juriste que tu veux... Après, si tu aimes, il n'y a pas de souci. Pour le moment, c'est ce qu'elle voit. Voilà, c'est ce qu'elle voit. Oui. Donc, fixe-toi un objectif. Donne-toi tous les moyens possibles. Donne-toi tous les moyens pour atteindre cet objectif-là. C'est vraiment ça mon c'est très beau. Quoi. C'est très beau. Et est-ce que tu veux leur transmettre aussi la pression que tu as reçue ou pas? Après, je sais pas. J'estime que je suis un... Alors, je suis pas un papa poule. C'est-à-dire, je suis pas... C'est sûr que quand je rentre du boulot comme ça, on a un rituel. Ils sont dans la salle de jeu, ils courent tout de suite. Papa, ils me font un câlin. Et ça, c'est...
c'est un truc qui est resté aujourd'hui. Oui. Je pense que même quand ils grandiront, ils feront toujours ça. Mais j'essaie quand même d'être un peu sévère quand il le faut. Parce que donner des cadeaux, être un papa poule, c'est bien. Il faut donner de l'amour aux enfants. Mais quand il faut être sévère, par exemple là, je les engueule un petit peu à cause de la télé. Parce qu'on a dit, le principe, c'est la télé une fois par semaine, le dimanche, 1 heure, grand max 2 heures. D'accord. Une fois par semaine. Là, en ce moment, vu qu'on est en région parisienne, on n'est pas à la maison. Donc bon, ils en profitent. Ouais, ils en profitent un petit peu. Mais je sais que quand on va rentrer à la maison, ça va être un petit peu difficile pour remettre un peu les pendules à l'heure. Surtout le petit garçon, il aime beaucoup la télé. J'ai une avant-dernière question. Oui. Si, par exemple, aujourd'hui, tu devais, par exemple, prendre du recul, situation hypothétique, tu sors de ton corps, tu t'observes, est-ce que tu serais fier de toi, de ce que tu as accompli jusqu'à maintenant? Allez. Après, dire que je suis fier de moi, c'est... En gros, j'ai tout fait, je suis trop fier. J'estime que j'ai encore beaucoup de choses à faire. Mais je pense que j'ai fait un beau parcours quand même, parce que mon objectif dans la vie, c'était avoir un boulot assez qui me responsabilise, avoir une famille, fonder une famille, avoir des enfants, donc avoir une femme que j'aime, avec qui on peut construire pas mal de choses ensemble. Donc j'estime que sur ce plan-là, j'ai atteint mon objectif. Oui. Au niveau professionnel, je pense qu'il y a encore des choses à aller gratter, à aller chercher. Mais quand je sors, je pense que le petit parcours que j'ai réalisé, je pense qu'il y a de quoi en être fier. Ouais. Il y a de quoi en être fier. Mais ça ne veut pas dire que je dois me reposer sur mes lauriers, quoi. Il y a encore des choses à aller chercher. Ok. Réussir pour toi, ça veut dire quoi? Réussir, c'est... Belle question. Réussir, c'est vraiment être en paix avec soi-même. Oui. Être en paix avec soi-même, c'est-à-dire quand tu regardes derrière, tu regardes ton parcours, tu n'as pas de regrets. C'est-à-dire le fait de ne pas avoir de regrets, parce que bon, il y a des choses qu'on fait bien, il y a d'autres choses qu'on fait moins bien. Oui. Mais le fait de ne pas avoir trop de regrets, dire j'aurais dû faire certaines choses comme ça, et avoir des regrets qui nous rongent, je pense que ça peut être... en tout cas, c'est un faisceau d'indices, c'est un marqueur qui caractérise le fait que tu as loupé certaines choses. Mais si tu n'as pas de regrets, si tu as atteint tes objectifs, en tout cas la majeure partie de tes objectifs, je pense que ça, c'est un faisceau d'indices qui montre que tu as réussi. Après, le fait de voir ses enfants grandir, je pense qu'il n'y a pas mieux. Ouais. Quand tu vois tes enfants grandir, tu vois ta famille, et que pendant plusieurs années, tu construis quelque chose avec ta famille, tu te développes, tu grandis, je pense qu'au bout d'un moment, ça, c'est le plus grand bonheur qui puisse exister. Je suis d'accord. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé aborder, qu'on n'a pas abordé? Oui, je pense qu'on a quand même fait le tour. Je sais pas si j'ai dit... ce qui m'a poussé à faire le droit, je l'ai dit. Je crois que j'ai dit que c'était le fait d'avoir le droit partout, mais il y a aussi ma sœur. Parce que j'ai l'une de mes sœurs qui a fait du droit, qui a fait des études en droit, et elle aussi, elle m'a beaucoup... parce que je pense que si elle regarde le podcast... T'as beaucoup inspiré. Si elle regarde le podcast, elle dira que je n'ai pas parlé d'elle. Donc, elle aussi, elle m'a beaucoup inspiré, parce que je devais être en 3e quand elle faisait sa soutenance de master. D'accord. Et je l'ai vue dans son tailleur, tout ça. On posait des questions, elle répondait. Donc, elle aussi, elle m'a beaucoup inspiré. Donc, voilà. Et puis, à part ça, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Hein. D'accord. En tout cas, merci Emmanuel. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Comme j'aime le dire, on remercie aussi Inspicast. On est dans les studios d'Inspicast. Là, on tourne notre épisode. Et je vous invite toujours à vous abonner, à nous suivre sur les plateformes de podcast. Cliquez juste s'abonner. Vous pouvez laisser des commentaires sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner aussi sur les réseaux sociaux. C'est partout Caribou Podcast, sur TikTok aussi. Et comme je le dis tout le temps, partagez à quelqu'un de votre entourage, et vous lui dites de partager à 2 personnes ou 3 ou voire plus personnes de son entourage, et ainsi de suite. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode, et merci à vous.